Un pas a été franchi pour augmenter le volume des échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Une plateforme d'échange sera bientôt construite à Tiasalé, à 120 km au nord d'Abidjan. Elle va accueillir plus de 2000 entreprises chinoises et ivoiriennes. Ce matin, un camion de 15 tonnes transportant des marchandises s'est renversé sur des commerçants installés sur la chaussée. Le drame s'est produit au marché de Roxy sur le boulevard Nangui à Brogua dans la commune d'Adjamé. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et plusieurs blessés. Le Parlement sud-africain a rejeté aujourd'hui la destitution du président Jacob Zuma, demandée par l'opposition après un jugement de la Cour constitutionnelle accusant le chef de l'État de violation de la Constitution. 143 voix ont été enregistrées en faveur de la destitution et 233 contre. Et puis les révélations des Panama Papers ont fait ce mardi leur première victime. Empêtré dans cette affaire d'évasion fiscale, le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson a été contraint à la démission de ses fonctions de chef du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Je vous le disais à l'instant, un pas a été franchi pour augmenter le volume des échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Une plateforme d'échange sera bientôt construite à Tiasalé, à 120 km au nord d'Abidjan. Cet espace va accueillir plus de 2000 entreprises ivoiriennes et chinoises. La convention de ce partenariat a été signée récemment entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et un groupe d'opérateurs économiques chinois. Toutes les infos sur ce projet dans ce sujet de Francis Boifo. La plateforme internationale d'échange économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et la Chine sera construite sur 171 hectares à PK 108 à Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Sur ce site seront installées plus de 2000 entreprises avec des magasins, des entrepôts, des zones industrielles, des centres commerciaux, l'administration et des services de sécurité. Le projet est inscrit dans le plan national de développement PND 2016-2020. Il vise à renforcer l'activité de commerce, de logistique et de l'industrie agro-business dans la région de l'Agnébi-Tiassa. En termes d'emplois directs, il faut parler de 600. Et pour les emplois indirects, nous comptons jusqu'à 5000. Cette signature de partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le groupe Sino-Afrique International marque le lancement des travaux de construction de cette plateforme. Ce projet, c'est à 108 km d'Abidjan. Ça, c'est une première et vraiment, il faut encourager cela parce que le développement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Le projet intéresse les opérateurs chinois. Déjà, 98 sociétés prêtes à s'installer dans la région. Toutes les sociétés, toutes les entreprises de la Chine et de l'Europe peuvent installer ici. Toute marchandise va venir ici directement. Quand elle sera opérationnelle, la plateforme d'échange économique va augmenter le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2015, la Côte d'Ivoire a exporté pour plus de 556 milliards de francs CFA vers la Chine, contre plus de 717 milliards d'importations de ce pays. Le gouvernement ivoirien veut mettre en œuvre une politique nationale de la jeunesse sur la période 2016-2020. Le projet est porté par le ministère de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le ministère a organisé ce mardi un atelier de validation sur les questions liées à l'épanouissement de la jeunesse. La rencontre sera mise à profit pour définir un cadre de référence et de gestion des jeunes. Le point de Grace Kando. La Côte d'Ivoire entend faire de sa jeunesse le fer de lance de son développement économique et social. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la Côte d'Ivoire compte 23 millions d'habitants et plus de 70% de cette population est âgée de moins de 35 ans. Pour élaborer une politique nationale de la jeunesse 2016-2020, un atelier se tient à Abidjan. Pour être émergent en 2020, notre pays devra compter sur l'Ivoirien nouveau, concept qui ne peut que se retrouver dans une jeunesse consciente, ayant la culture du travail bien fait, le sens de l'entrepreneuriat, le goût de la réussite par ses propres efforts, en comptant sur ses potentialités et ses capacités propres. La rencontre concerne partenaires techniques, financiers et autres structures œuvrant pour la promotion de la jeunesse. La contribution qu'on a essayé d'apporter dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est globalement d'apporter un appui, d'accompagner en fait les principaux acteurs nationaux
pour avoir une meilleure compréhension en fait, des multiples dimensions du bien-être et de l'inclusion des jeunes. Une opportunité pour nous les jeunes de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui ne va pas au sein de la jeunesse, qu'est-ce que nous voulons nous en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut aussi proposer comme idée. Cette politique nationale de la jeunesse va permettre au gouvernement ivoirien de définir un cadre de référence et de gestion des jeunes pour leur épanouissement. Ce soir encore, nous continuons de prendre des nouvelles de Bouna. Passé la crise, la vie semble se normaliser davantage. Une accalmie à mettre en partie à l'actif des forces de défense et de sécurité qui patrouillent villages et hameaux de Bouna pour ramener la paix. Le commandant des forces terrestres a fait le point à notre envoyé spécial dans la ville, Mamadou Kouassi. Le calme est revenu dans la ville de Bouna, comme dans l'ensemble des villages de ce département. Chose qui permet aujourd'hui la reprise effective des activités économiques, en ville comme en campagne. Cette situation est la résultante des actions menées par les forces de défense et de sécurité, les FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à travers plusieurs unités patrouilles villages et hameaux de ce département. Elles sont appuyées dans leurs tâches par la gendarmerie nationale. Selon le général Gaussou Soumaoro, ces actions vont se poursuivre et il tient à rassurer tous les déplacés. Il y a 12 localités qui sont occupées par nos hommes et qui résonnent sur l'ensemble du Boukani. Ce qui m'a fait dire tout à l'heure lors de ma rencontre avec le préfet qu'on pourrait envisager le retour des déplacés dans leur lieu d'habitation. Toujours, selon le commandant des forces terrestres, l'opération de désarmement entamée sera renforcée afin de retirer les armes illégalement détenues. Et demander à nos frères de venir déposer leurs armes tranquillement parce que c'est un processus et il va commencer par le volontariat et puis après les chefs des autorités prendront les décisions qui s'imposent. Pour la gestion des opérations dans la région de Boukani, la tâche a été confiée au colonel Jean-Hubert Wassina en remplacement du colonel Kwame Léon. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a distingué à Yamoussoukro 55 personnalités dans l'ordre du mérite national de la solidarité. Distinction pour avoir œuvré à la consolidation de la paix. On fait le point avec Kader Sogodogo. Faire de la cohésion sociale une réalité en Côte d'Ivoire. Disponibles et entreprenantes, ces personnalités de divers secteurs d'activité reçoivent les honneurs de la nation. C'est à juste titre que la ministre Anne Désiré Ouloto, au nom de sa collègue de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, plante le décor. C'est désormais une tradition. Des Ivoiriens d'origine, d'adoption ou des non-nationaux soient distingués dans l'ordre du mérite de la solidarité. Vous avez été sélectionnés à travers plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour être honorés à l'occasion de la cérémonie de ce jour. Preuve de l'unanimité faite autour de vous par vos actions de promotion de solidarité et de consolidation de la cohésion sociale. 10 commandeurs, 14 officiers et 31 chevaliers, soit au total 55 récipiendaires dans l'ordre du mérite national de la solidarité. Quotidiennement, nous essayons de faire en sorte que les Ivoiriens soient un. Les Ivoiriens s'aiment, comme le président Houphouët-Boigny nous l'a dit, aimez-vous, Dieu amour. C'est une préoccupation personnelle que nos frères que nous avons accueillis dans notre région soient en parfaite harmonie avec nous, afin que nous puissions tous participer ensemble au développement de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de décoration a été faite en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Après le centre, direction l'ouest du pays, où on s'organise aussi pour consolider la paix et la cohésion sociale. Les têtes couronnées des 10 régions de cette partie du pays envisagent de mettre sur pied un forum des chefs suprêmes du Grand Ouest. L'institution aura pour mission de consolider la paix et la cohésion dans toute la région. L'idée a été abordée lors d'un conclave dont les résolutions ont été présentées à l'investiture de Tifi Lambert Bizier comme président du Conseil des chefs traditionnels de la région d'Ugo, Mahamadou Traoré, Gabriel Zani. Une responsabilité de plus pour Tifi Lambert Bizier, le chef du village de Tchégélé, situé dans le département de Gagnoua.
Vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels en charge du Grand Ouest, il vient d'être désigné par ses pairs pour présider le Conseil des chefs traditionnels de la région du Go. Chifi Lambert-Gbizi a été investi récemment en présence de 4 membres du gouvernement originaires du Grand Ouest, des élus et cadres de la région du Go. Autre temps fort de la cérémonie, la présentation des résolutions du conclave des chefs suprêmes des 10 régions du Grand Ouest. Conclave qui a planché sur la mise en place d'un forum des chefs suprêmes. Mission principale de ce forum, œuvrer au développement, à la promotion de la culture, de la paix et de la cohésion sociale dans la partie occidentale du pays. Une initiative que promet de soutenir le parrain de la cérémonie, le ministre Alberto Akesumabri. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que nous nous donnez. Vous dire que nous avons pris acte de votre engagement. Je voudrais vous dire que nous sommes tous engagés à créer la cohésion. Nous allons le faire. Nous serons à vos côtés et nous allons porter votre message au président Alassane Ouattara qui m'a chargé de vous saluer et de vous dire son engagement pour renforcer la réconciliation et les bases de la cohésion. Cette cérémonie a aussi été marquée par la distinction de Alcide Djedje, fils de la région du Go, au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la solidarité par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité représentant sa collègue de la solidarité et de la cohésion sociale. Un hommage des populations a été également rendu au président Alassane Ouattara en reconnaissance à ses actions de développement dans le Grand Ouest. Retour au sud du pays, le centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire était hier à Grand Bassam. Au cœur de cette visite, les perspectives de relance de l'économie de la ville historique après les attentats du 13 mars dernier, l'éclairage d'Alexis Ouedraogo. Grand Bassam veut fermer la page du deuil. Ce lundi, le centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire y a pris ses quartiers. Pour Esmaël Sis, directeur général, il faut aujourd'hui prouver que la ville est toujours aussi compétitive et attractive pour les affaires. Une vision saluée par le maire de la ville. C'est très bien que le CPC soit là pour qu'on regarde ensemble comment on va faire répartir la machine. On est debout, il faut qu'on reprenne notre marche. Pour donner l'exemple, la délégation s'attable au restaurant de l'Étoile du Sud. Bonne ambiance. L'hôtel a abrité en fin de semaine un atelier et espère que cela continuera. C'est justement ce qu'encourage le CPC. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons délocaliser certaines activités, grosses activités de rencontres, de forums qui sont prévus dans les mois à venir sur Abidjan, les délocaliser partiellement, tout parti à Bassam. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que Bassam revive sur tous les plans. Pour permettre d'abord, bien sûr, à nos commerçants, aux artisans qui sont là de gagner de l'argent, mais surtout, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Ce lundi, sur la plage de Grand Bassam, une petite ambiance, peut-être le signal que les activités économiques devraient reprendre très bientôt. Bassam renaîtra certainement avec cet événement, l'édition 2016 du Salon international du tourisme d'Abidjan CITA. Le lancement de cet événement a eu lieu vendredi à l'Eden Golf Hotel. Thème de la présente édition, tourisme en région, source de richesse. Plus de 10 000 participants attendus à cette importante rencontre. Le CITA aura lieu du 20 au 24 avril prochain dans la capitale économique ivoirienne. Le point avec Patricia Omouetia. Le Salon international du tourisme d'Abidjan est la vitrine internationale du tourisme ivoirien. Le CITA offre une visibilité sur l'un des pays possédant la plus grande diversité culturelle. Plus de 10 régions de la Côte d'Ivoire sont à l'honneur pour cette 6e édition, d'où le thème « Tourisme en région, source de richesse ». Le commissaire général du CITA a exhorté les représentants des régions à promouvoir leur localité à travers le salon. Le CITA 2007 avec des partenaires. Pour nous, c'est très important. L'idée des partenaires qui comprennent. Vous avez placé la vision du tourisme vert au cœur de notre développement touristique. L'Office ivoirien des parcs et réserves a exposé sur son potentiel touristique, une stratégie de relance de l'écotourisme dans les parcs nationaux et réserves naturelles pour mettre en place des infrastructures à usage touristique de haute portée. Toute chose qui conforte le ministre du Tourisme dans sa vision de développer le secteur. En 2012, le tourisme en Côte d'Ivoire a contribué à hauteur de 1,6% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, au PIB de la Côte d'Ivoire. Et en 2015, on est à près de 5%
du PIB. Donc vraiment, je pense que le développement touristique dans ce pays est en très bonne voie. Et je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, au moins d'ici 2020, nous soyons l'une des premières destinations touristiques en Afrique de l'Ouest. Le lancement de cette 6e édition du Salon international du tourisme a pris fin dans une atmosphère conviviale. Parlons finance à présent. Sur le marché financier africain, une notion semble désormais incontournable. La notation financière, c'est le fait pour une entreprise ou une institution de bénéficier d'une opinion indépendante pour mesurer sa capacité à rembourser ses dettes sur le moyen et le long terme. Vu l'importance de la pratique, l'agence de notation financière Bloomfield Investment a récemment organisé une rencontre qui a réuni décideurs publics et privés. Tout a été dit sur la notation financière. Le compte-rendu de Mahamadou Traoré est commenté par Jean-Jacques Kwame. Sur le marché africain des capitaux, la notation financière représente désormais un atout pour les emprunteurs, que sont les entités publiques ou privées. La raison. Pourquoi elles viennent se faire noter? Elles se font noter uniquement pour rassurer leurs partenaires financiers, pour rassurer leurs actionnaires et leur contrepartie. Quand vous êtes dans une négociation et qu'il y a deux parties qui échangent, savoir qu'une des parties est notée, c'est signe de transparence. C'est signe de bonne gouvernance et ça permet à vos interlocuteurs d'être rassurés non seulement sur votre capacité à absorber l'investissement qui est l'objet de la négociation, mais aussi votre capacité à rembourser. Gage de confiance, de bonne gouvernance et de transparence, voilà autant d'avantages que révèle la notation financière pour les acteurs du marché financier. Un exemple, celui de la Côte d'Ivoire, qui a respectivement mobilisé en 2014 et en 2015 375 milliards de francs CFA pour son premier eurobond et 500 milliards de francs CFA lors du deuxième. Ce, grâce aux notes B1 et BA3 données par l'agence de notation Moody's. Ces importantes ressources ont permis à la Côte d'Ivoire de financer les grands projets structurants inscrits dans le PND, dans le plan national de développement, en vue de doter notre pays d'infrastructures économiques nécessaires à l'atteinte de l'objectif de pays émergents à l'horizon 2020. Pour financer le PND 2016-2020, estimé à près de 30 000 milliards de francs CFA, l'État ivoirien envisage une notation en monnaie locale. Question de garantir sa signature vis-à-vis des investisseurs de la sous-région. Ce matin, un camion de 15 tonnes transportant des marchandises s'est renversé avec sa cargaison sur des commerçants installés sur la chaussée. Le drame s'est produit au marché de Roxy, sur le boulevard Nangui à Brogua, dans la commune d'Adjamé. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et plusieurs blessés. Les blessés ont été évacués par les secours à l'hôpital général d'Adjamé. Le témoignage d'Ange Martial Eoradé et Moussa Konaté. Scène de chaos sur le boulevard Nangui à Brogua à Adjamé. Théâtre du drame, le marché de Roxy. Ce camion de 15 tonnes contenant des boîtes de lait, immobilisé sur son côté droit. L'engin s'est renversé sur des commerçants installés sur la chaussée. C'est un gros trou. À chaque fois, s'il y a un camion qui passe, c'est un gros dégât. Mais ce matin vers 10h, vraiment c'est un malheureux qui est arrivé. Bon, les commerçants sont assis derrière les poubelles. Non seulement ils sont assis, quand on dit le commerçant de quitter, il dit non, ils ne vont pas quitter. Le camion a été glissé, donc le derrière est parti et puis ça a tombé sur les gens. Le camion là est tombé sur les gens étaient beaucoup même. Et vraiment, c'est pas joli à voir même, parce que quand tu es dedans même là, le camion là, ça ne va pas te trouver là-bas. Quand tu es au bord des routes, forcé, si le camion passe là, si ça fait erreur là, ça va te toucher. Voies dégradées, occupation anarchique, des facteurs qui ont occasionné le sinistre. Les secours ont pu extirper 5 personnes, sauf une fillette. Les tentatives pour la faire sortir sont restées vaines jusqu'à l'arrivée d'une remorqueuse. La fillette âgée de 4 ans a perdu la vie. Au total, ça fait 7 personnes, mais 6 personnes liées à l'accident. La 7e personne a fait un malaise à l'issue. Toutes les 6 victimes ont été évacuées et puis la victime décédée a été confiée au compte funèbre. Le décor est tragique. Les populations restées sous le choc. Le chauffeur du camion, pour l'heure, est introuvable. En santé ce soir, gros plan sur l'insomnie. Le trouble de sommeil est devenu un problème de santé publique ici en Côte d'Ivoire.
30% des motifs de consultation. Un Ivoirien sur 5 se plaint de mal dormir, au moins de façon occasionnelle. Insomnie aiguë, insomnie chronique, mauvaise perception du sommeil, bref, ces différents types d'insomnie restent une préoccupation. Et pour retrouver le sommeil, les somnifères sont parfois le seul moyen, mais leur consommation n'est pas sans risque. Comment alors se libérer d'une dépendance? Quelles sont les règles d'hygiène de vie pour bien dormir? Toutes les astuces et attitudes à avoir dans ce sujet de Droukoula Aurélia et Delphine Blas. Insomnie, sommeil difficile ou dormir peu, sommeil non récupérateur. Un Ivoirien sur 5 en souffre et un travailleur sur 3 ne trouverait pas le sommeil en raison du stress, de l'anxiété et des chocs émotionnels. L'insomnie est devenue un problème de santé publique. Il est 22h à Port-Boué, à Djoufou. Dame Rose s'occupe dans la cuisine et au salon alors qu'il est l'heure de dormir. Dormir 1 heure, 2 heures du temps, vraiment, c'est vraiment difficile pour moi. Bien dormir est important pour le fonctionnement de l'organisme humain. Bien dormir procure la bonne santé, la bonne humeur. C'est pendant le sommeil que les muscles se régénèrent, le système immunitaire reprend des forces, la mémoire se consolide. Bref, les besoins moyens de sommeil pour tout adulte sont de 7 heures à 9 heures par jour. Ceux de l'adolescent oscillent entre 8 heures et 9 heures par jour, quand ceux des enfants varient selon l'âge de 9 heures à 18 heures par jour. Mais il est parfois difficile chez certaines personnes de satisfaire cette exigence vitale. Les troubles ou absences de sommeil conduisent la victime chez le médecin généraliste. Traitement sans succès pour certaines, et après cas permis sur un centre spécialisé. Consultation. Souvent 21h22, j'ai faim mais je ne dors pas. Le diagnostic est clair. Madame Seka souffre d'insomnie. Étant donné que l'insomnie peut être due à une maladie organique et aussi à une maladie psychique, donc il faut évaluer la patiente autant sur le plan psychique et sur le plan organique. Dans nos statistiques, nous avons approximativement 30% d'insomnie comme motif de consultation. 24 heures après un manque de sommeil et les effets, voire les conséquences se font sentir. Le lendemain au réveil, voilà, c'est un sujet qui sera fatigué, qui aura un trouble de la concentration. C'est un sujet qui aura un trouble de la mémoire, c'est un sujet qui aura des céphalées, un ralentissement dans les activités. En cas de trouble du sommeil, les patients ont tendance à avoir recours systématiquement aux somnifères. En fonction de la cause, le traitement peut varier entre 2 semaines jusqu'à 3 mois, jusqu'à 6 mois de traitement. On peut aller même jusqu'à 1 an de traitement en fonction de la cause. Pourtant, ces médicaments ont des effets secondaires et provoquent un risque d'accoutumance. C'est-à-dire que plus le temps du médicament augmente, le patient a besoin d'une dose plus élevée pour pouvoir dormir. Comment retrouver un bon sommeil? Quelles sont les techniques qui permettent d'éviter le recours aux médicaments? Diététiciens, psychologues et médecins proposent. On peut guérir de l'insomnie. Un sujet doit être capable de dormir sans médicaments. Le traitement est accompagné d'une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on entend par hygiène? Il faut avoir une bonne literie, c'est-à-dire là où tu dois dormir, ça doit être bien. Il y a aussi les pollutions sonores et tout ce que nous avons. Arrivé à un certain moment, nous sommes un peu aisés, il y a la télévision chez nous, dans nos chambres, l'ordinateur, la radio et tout. Le plus souvent, ces genres d'émetteurs-là restent allumés pendant que nous cherchons le sommeil. Mais il y a aussi le problème d'adapter son alimentation. Et ce que nous allons conseiller, en fait, c'est des aliments qui sont riches en magnésium, parce que le magnésium favorise le sommeil. Quels sont ces aliments? C'est d'abord le cacao. Il faut consommer aussi du soja, les haricots blancs. Il faut consommer aussi du maïs. C'est les aliments locaux qui sont très, très riches en magnésium, qui peuvent favoriser le sommeil. Il faut en plus consommer suffisamment de légumes et fruits. Diététiciens, psychiatres, psychologues sont tous unanimes. L'alimentation et une bonne hygiène de vie vous conduisent tout doucement dans les bras de Morphée. Fini les difficultés d'approvisionnement en eau potable des populations de Mimbala, un village situé dans le département de Touba.
Un château d'eau y a été inauguré le week-end par le ministre Patrick Hachi. Coût de l'ouvrage, 85 millions de francs CFA, un don du gouvernement. Le compte-rendu d'Ève Boué. Les populations de Membala, village situé à 12 km de Touba dans le Bafing, rencontraient bien des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. On va charger l'eau jusqu'à Marigot. C'est loin comme ça. Aujourd'hui, plus de kilomètres à parcourir pour avoir le précieux liquide. De l'eau à Membala, il y en a à profusion. Un château d'eau offert par l'État de Côte d'Ivoire. On a fait donc ce château d'eau et c'est le président Alassane Ouattara qui nous a donné 85 millions CFA. C'est le prix de ça pour le faire. C'est un château d'eau avec un forage qui a 3 mètres cubes de débit qui donc peut alimenter toute la population, plus de 3 à 4 000 personnes. De l'eau donc en abondance, les populations sont reconnaissantes. Cette action de l'adduction de l'eau dans la région est une action très importante. Et aussi, ça montre aux Ivoiriens que le chef de l'État Alassane Ouattara ne fait pas que seulement des grands projets et que les villages, les localités, les communes de toutes les dimensions bénéficient de son œuvre pour atteindre l'émergence en 2020. L'émergence en 2020 pour Membala, c'est déjà une réalité. L'électricité en 2013, l'eau en 2016, restent les questions de l'éducation et de la santé. L'actualité politique ce soir nous mène à Madinani et Séguélon, deux localités du nord ivoirien qui ont reçu la visite d'une délégation du Rassemblement des Républicains. Meïté Boaké, chef de délégation et cadre du parti, est allé pour remobiliser les militants sur plusieurs sujets, les législatives à venir, le référendum annoncé par le chef de l'État dans le courant 2016 et surtout le parti unifié. Plus de 700 km pour aller à la rencontre des militants de son parti, le RDR. Meïté Boaké à la tête d'une délégation à Madinani et Séguélon dans le Kabadougou. L'homme est porteur de plusieurs messages, dont celui relatif à la création du parti unifié. Nous avons passé le message aux militants, aux populations, pour la nécessité de remobilisation des bases. Aussi dire que le parti unifié ne se fera pas contre les intérêts du RDR et qu'au contraire, on vient de confier au président Alassane Ouattara et à son parti, le RDR, la construction politique, la reconstruction politique de la Côte d'Ivoire pour les 50 années futures. Autre sujet abordé au cours de cette tournée de remobilisation, les législatives et le référendum annoncé courant 2016. Il les a exhortés à se tenir prêts pour ces échéances. Meïté Boaké a également eu des échanges avec les secrétaires de section. Avec eux, ce sont les sujets liés au chômage, à la promotion des cadres et au manque de solidarité qui ont été évoqués. Des préoccupations que compte remonter Meïté Boaké à la rue Le Pic. Pour finir, l'émissaire de la direction du RDR rend hommage aux militants pour leur contribution à la victoire du président Alassane Ouattara. Meïté Boaké les a invités à œuvrer pour que ce second mandat soit une réussite. À l'étranger, le Parlement sud-africain a rejeté aujourd'hui la destitution du président Jacob Zuma, demandée par l'opposition après un jugement de la Cour constitutionnelle accusant le chef de l'État de violation de la Constitution. 143 voix ont été enregistrées en faveur de la destitution et 233 contre. La Cour pénale internationale a prononcé aujourd'hui un non-lieu en faveur du vice-président kényan William Ruto. Ce dernier était poursuivi pour crime contre l'humanité pour des faits commis après la réélection contestée du président Mwai Kibaki en 2007. Dernier titre de ce 20h, les révélations des Panama Papers ont fait ce mardi leur première victime. Empêtré dans cette affaire d'évasion fiscale, le Premier ministre islandais a été contraint ce mardi à la démission de ses fonctions de chef du gouvernement. Il aura fallu moins de 48 heures pour que les Panama Papers fassent tomber une première tête, celle d'un Premier ministre. Sigmundur David Gunnlaugsson, chef du gouvernement islandais, a rendu sa démission ce mardi. Déjà hier lundi, des milliers d'Islandais ont manifesté pour réclamer son départ de la primature après la révélation de ses avoirs dans un paradis fiscal. Selon les documents dévoilés, Sigmundur David a créé en 2007, avec sa future épouse d'alors, une société dans les îles Vierges britanniques pour y placer des millions de dollars.
Élu député en 2009, il l'a omis dans sa déclaration de patrimoine alors que la loi l'y obligeait. Et c'est sur cette actualité que prend fin cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Abiba Dambélé Saoué. Quant à moi, à très vite. Bonsoir.